Retraite Kuat XS1 Scène 4. C'est vraiment Retraite Kuat SM58 Scène 4. Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien et bienvenue avec cette magnifique météo digne du Nord-Pas-de-Calais. Aujourd'hui on est où ? On est à Reptilis Shop à Bailleul. C'est pas un moment anodin pour moi. Je viens aujourd'hui chercher un animal que j'ai commandé il y a déjà pas mal de temps. C'est enfin le jour du retrait, c'est un Varanus peccari extraordinaire, le varan noir arboricole. Il a un petit nom, il s'appelle Kuat. Allez, let's go chez Reptilis, c'est parti. Alors là, on est avec le grand, le seul, l'unique, le fameux Stéphane Rossel. Stéphane, vous le connaissez tous, bien évidemment. C'est le patron de Reptilis Shop, de Reptilis tout court, à Bailleul. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Reptilis, Stéphane ? Alors oui, sans aucun problème, Mathieu. Reptilis, je l'ai créé en 99, donc on va fêter nos 25 ans cette année. Je croyais que ça venait des années 40, moi. Ah, 40, j'y réfléchissais. Tu vois, moi je me dis, la barbe blanche, tout ça, je te voyais encore plus vieux que ce que t'es déjà. D'accord. Et moi, je te voyais pas du tout. Mince alors. Voilà, donc 25 ans cette année. La structure d'élevage, elle a évolué avec le temps, de l'élevage pur, de l'élevage et de l'acclimatation. Et depuis maintenant 3 ans, Reptilis Shop ici à Bailleul, où on a pu vraiment mettre un petit peu à profit notre expérience, notre savoir-faire et puis ce qu'on avait envie de montrer aux gens dans un magasin spécialisé parce que c'est vraiment différent d'une animalerie traditionnelle. C'est ça, c'est-à-dire qu'à l'origine, t'étais parti vraiment d'un élevage pur et maintenant t'es plus qu'un élevage. Donc là, tu l'as dit, t'as un shop, mais c'est plus que ça, Stéphane. T'as une chaîne YouTube, t'es sur les réseaux. Vous faites partie vraiment des créateurs de contenu aujourd'hui, en plus de tout ça, sur les réseaux. Oui, c'est un petit peu normal parce qu'on essaye un petit peu de partager à notre communauté toute notre expérience, toutes les possibilités de techniques qu'il y a aujourd'hui parce que tu vois, le matériel évolue énormément. On a de plus en plus de produits techniques. La terrariophilie aussi évolue parce qu'il y a des connaissances, il y a des études, chose qui a 30 ans en arrière, mais t'étais pas né, n'existait pas. Donc voilà, c'est ça qu'on veut partager. On n'est pas des youtubeurs, mais ça fait partie de notre activité de telle manière à ce que les gens sachent qu'on existe et également voient un petit peu le fruit de notre travail, tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on peut partager comme information. Et c'est ça un petit peu l'esprit Reptilis, quoi. Et ouais les gens, ça c'est important de le noter. Reptilis Shop, c'est toute une communauté. Ici, on vous fera une vidéo plus tard où on fera vraiment un tour du shop. On s'est mis d'accord là-dessus, ça va être super chouette. Il y a même un coin aménagé pour accueillir les clients et on retrouve des clients récurrents. Il y a vraiment toute une communauté qui s'est organisée ici autour de Reptilis. Un travail extraordinaire. Alors Stéphane, là comme tu le sais, je suis venu aujourd'hui pour récupérer un animal on ne peut plus extraordinaire. C'est clair que c'est vraiment une bête exceptionnelle chez les lézards. Ça fait partie du complexe Varanus. Les varans beccari, Varanus beccari, c'est vraiment un animal qui est top. Et puis en plus, Kuat a vraiment, en dehors de l'espèce, c'est ce que je t'ai déjà expliqué, le spécimen est vraiment génial. Tu me montres ça ? Allez, c'est parti. On y va. Coupé. Alors Stéphane, on y est, il est là, ouais. Il est là, il fait des tours, là il roule sa queue partout parce que oui c'est un varan en fait qui a la queue qui peut entortiller comme ça. Préhensile, ouais, c'est l'équivalent d'un 5e membre. Un 5e membre, ouais, très pratique pour lui. Alors il est arboricole, il est magnifique. Tu nous expliques un petit peu dans quoi tu l'as installé là dans le shop ? Alors, nous ici, tu vois, il est installé dans un petit terrarium. On est sur un 60, 45, 90. Pourquoi ? Parce qu'il est arrivé donc il y a quelques semaines. Son propriétaire nous a dit qu'il était un peu farouche, il mangeait pas très bien. Il était a priori un varan à problème. Nous, on a un petit peu l'habitude à Reptilis d'acclimater ce genre d'animaux et surtout quand c'est des animaux sauvages. Là, c'en est un, mais qui est déjà en captivité depuis plus de 2 ans. Donc, on va dire que cette partie-là, elle est finie. Son ancien propriétaire ne savait pas ou ne s'en occupait pas, à mon sens, comme il fallait pour avoir un animal docile. Donc, nous, le principe au départ, c'est qu'on le met dans un environnement restreint, de telle manière à ce qu'on ait un contact toujours visuel. Et tu vois comment il est curieux. Il est incroyable. Et très très vite, en quelques jours, l'animal a changé de comportement. C'est-à-dire quand je l'ai eu, effectivement, il était un peu craintif. Alors, il avait dit qu'il était mordeur, nous, jamais. Et par contre, il s'est caché pendant quelques jours. Il est sorti, il est venu. On a commencé à le nourrir. Et c'est un animal qui a été tout de suite exceptionnel en termes de caractère parce qu'il était curieux, parce qu'il venait manger à la pince, à la main, mais très très rapidement et surtout de tout, alors qu'on nous avait dit il mange que des grillons. C'est ce que j'allais te demander. Est-ce qu'il va être copain avec moi, Kuat ? Il est incroyable. Il y a de grandes chances qu'il soit copain avec toi parce qu'il est copain avec tout le monde ici. Tu l'as déjà mis en main avant que tu te décides à le réserver et franchement,
franchement, c'est ce que je t'ai dit. C'est vraiment là, on achète un animal avec son caractère, on n'achète pas une espèce où là, effectivement, d'un individu à l'autre, on a un animal totalement différent. C'est ça, on va dire qu'il a une personnalité. Exactement. On le sort ? Allez, on le sort quand C'est même. parti. Le but, c'est de le voir un petit peu. Alors, mon petit quad, tu vas venir facilement ? Eh bien, alors. Je pense qu'il a peur de tes tatouages, Stéphane. Tu vois, il panique pas beaucoup, hein, c'est juste parce que, voilà, comme ça grippe bien. Voilà, regarde-moi là, comment il est beau. C'est des beaux gosses. Tu vas venir dans la salle tropicale Loma Wild, toi. Il est vraiment détendu pour... Et il est complètement détendu, tu vois, d'habitude, quand tu attrapes un varan un petit peu de force, il va uriner, il va pas se les... Ceux qui en possèdent le savent très bien. Là, rien du tout, il a rien fait. Il est à l'aise, il regarde. Allez, voilà. Il veut te grimper dessus. Il veut me grimper dessus. Il est assez extraordinaire. Voilà. Hop. Alors, j'ai une petite question. Là, est-ce qu'il est sur sa taille définitive ? Alors non, pas encore. C'est encore un jeune spécimen qui doit avoir environ 3 ans. Il va encore grossir. Moi, par exemple, j'ai un Bécari qui était né en Allemagne, qui doit avoir 14-15 ans maintenant. Freddy, il est 1,5 fois comme lui, quoi. Il est beaucoup plus gros. 1,5 fois. Ouais, D'accord, ouais. ok. Et il fait peut-être 50-60 cm Là, il fait une bonne vingtaine de 25 cm de corps. Et au niveau de la queue, il y en a au moins 30, donc même 40. Donc c'est un animal qui en fait 60 là actuellement, 60-65. C'est dingue, il se laisse déjà faire. Je connais pas encore, mais il est déjà copain. Ouais, non, mais il est top. Et puis c'est vrai que Clément, il s'en est super occupé. Donc on a vraiment un animal qui est parfait aujourd'hui pour partir, pour quitter le shop, quoi. Je suis ravi, Stéphane. C'est grâce à toi que je vis des moments comme ça, c'est extraordinaire. Alors ça, c'est un lézard qui vaut combien ? Ça, c'est une bête qui vaut à peu près 3 000 € aujourd'hui. Les prix ont énormément augmenté sur ce type d'animaux parce que les frontières ont été fermées envers l'Indonésie. On sait avoir que des petits spécimens aujourd'hui. Et donc, il y a eu aussi un intérêt très fort auprès du public. Et obligatoirement, ça a fait monter un peu les prix de ces animaux qui sont quand même encore assez rares. C'est extraordinaire d'avoir ça comme ça dans les mains. Je sais pas si vous vous rendez compte, les gens, mais c'est vraiment une bête extraordinaire. Il est magnifique. Et puis, en plus d'être magnifique, tu verras, c'est une bête qui est très intelligente. Moi, je pense que les varans du complexe font partie des lézards les plus intelligents qu'on puisse avoir. Donc déjà, les varans en général sont très intelligents et ceux du complexe ont encore quelque chose de plus. On sait faire beaucoup d'interactivité. On sait également faire énormément de choses qui peuvent les intéresser. Il faut vraiment qu'ils soient curieux. De manipulation, d'enrichissement. Voilà, il faut vraiment de l'enrichissement et ça, il y a beaucoup de choses qui se trouvent aujourd'hui sur le net, des gens qui nourrissent dans qui mettent des proies dans des endroits difficilement accessibles, ça les occupe, eux ça leur permet de trouver des solutions et ça c'est quelque chose qui fait vraiment du bien pour ce type de lézard. Ça c'est vraiment chouette. Stéphane, j'avais quelques petites questions à te poser. T'as dit tout à l'heure que Quat était un animal qui n'était pas né captivité. Ouais. Donc ça, c'est un animal qui a été prélevé dans le passé. Tout à fait. Alors, est-ce que moi, je dois avoir certaines précautions ? Quelles craintes je dois avoir là-dessus ? Qu'est-ce que tu peux me dire en fait ? Alors là, par rapport à Quat, il n'y a aucun problème. Effectivement, c'est un animal qui a été prélevé. Mais comme je t'ai dit tout à l'heure, ça fait plus de 2 ans qu'il est en captivité. Il a donc déjà été acclimaté, s'est déjà occupé de la partie préventive, acclimatation. Nous, on l'a juste récupéré. C'est pas un animal qui était à l'aise, il était un peu stressé, il avait un comportement justement comme s'il venait d'arriver en captivité. Oui, tout à fait. Donc nous, on s'en est occupé. Ça fait plusieurs semaines qu'on l'a maintenant, où on a fait tout ce travail de désensibilisation, où on s'en est occupé. On a vérifié qu'au niveau santé, tout allait bien. Et donc maintenant, c'est plus ce travail de sociabilisation, de comportement qui est vraiment important et ça on a l'habitude de le faire depuis toutes ces années, c'est quelque chose qu'on maîtrise plutôt bien. Bah oui, c'est pas la première fois qu'on travaille ensemble avec des animaux prélevés, hein. Moi c'est les gonocéphalus d'habitude, on travaille beaucoup ensemble. Moi ce que je sais c'est qu'à chaque fois t'as pris le temps avant de mettre l'animal entre mes mains, que de t'assurer qu'il était en pleine santé, de t'assurer qu'il était nickel, qu'il mangeait bien et que tout allait bien. C'est vraiment important parce que là on a quand même, quels que soient les animaux qu'on fait, lorsque ce sont des animaux soit sauvages mais même des fois nés en captivité, c'est important pour nous de s'assurer qu'ils aillent bien avant de les proposer à la vente et encore plus quand c'est des animaux très particuliers, notamment les gonocéphalus ou autres, là notamment Quat, c'est vraiment important d'avoir un animal de qualité. Et au top. Alors les gars, on fait une petite table ronde. Là, où est-ce qu'on est ici, Stéphane ? Ici, on est dans le lieu préféré du shop, c'est-à-dire l'endroit un peu détente
où nos clients et avec nous, on peut discuter, boire un café. Enfin, c'est vraiment une zone qu'on aime particulièrement bien. Le café est gratuit. Le café est gratuit, oui. Gratuit. je l'exploite bien. Alors, on va profiter d'un petit moment ensemble pour discuter un petit peu de tout ça. Donc là, on a été chercher Kuat. Tu as parlé tout à l'heure des varans du complexe Prasinus. Ouais. C'est quoi ça en fait, Stéphane ? Alors les varans du complexe, ça regroupe toutes les espèces qui sont donc en Indonésie. Tu vas retrouver le Prasinus, le Rezengeri, le Macrei, le Cordensis, voilà. J'arrivais plus à m'en souvenir. Et alors Kuat ? Et donc le Beccari, bien sûr. Ça fait partie de ce complexe. Donc c'est tout un ensemble de petits varans arboricoles indonésiens. Ok, ça marche. Et qu'est-ce qu'ils ont de particulier ? Alors déjà, c'est des varans. Exactement, c'est des varans. Ils ont une taille petite, ils sont arboricoles. Le Macrei a un statut un petit peu différent pour nous en France parce que il est un petit peu plus grand que les autres et donc a été classé dans les animaux potentiellement dangereux, même si on est tous d'accord qu'il ne l'est pas. Mais le législateur a pris cette décision et donc il est disponible uniquement pour les gens qui ont un certificat de capacité et une AOE active en France. Qu'est-ce que tu peux me dire du coup sur le Varanus beccari, donc l'espèce de Kuat ? Est-ce que toi t'en as déjà eu ? Comment ça se maintient ? Il faut que j'achète quoi comme matériel ? Et les gens qui nous regardent, qui veulent faire comme nous, enfin comme moi du coup, comment ça se passe ? Alors oui, j'en ai déjà eu. J'ai eu une reproduction une année. J'ai toujours Freddy qui est un très très vieux individu puisqu'il a au moins 15 ans facile. Donc ça c'est un animal à toi personnellement ? C'est un animal qui est à l'élevage. Tous les animaux à l'élevage sont mais c'est vrai que celui-là reste. Il est donc tout seul maintenant parce qu'il est très vieux, il est très grand. Je ne peux pas lui remettre d'autres femelles. J'ai trop peur qu'il les blesse ou qu'il les tue. Donc voilà, c'est mon varan beccari qui finira ses jours comme ça dans l'élevage. C'est une bête qui est superbe, qui est très intelligente. Et c'est un animal qui est fantastique comme tous les autres animaux du complexe. Mais lui, un petit peu plus que les autres déjà parce que l'ancienneté, ça fait plus de 15 ans que je l'ai. Je l'ai eu quasiment, il avait quelques mois, 5-6 mois. Et donc, il a une place toute particulière dans l'élevage. Ok. Et alors, du coup, pour le maintien du Varanus beccari en captivité, qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller ? Est-ce que déjà, il y a tout ce qu'il faut chez Reptilis pour avoir ça ? Alors oui, j'espère qu'il y a tout ce qu'il faut. Après, il y a juste peut-être l'environnement, c'est-à-dire la cage, en fonction des projets qu'on veut faire. Je pense qu'il y a deux choses qui se dégagent. Il y a des gens qui veulent avoir un grand terrarium bien décoré, où ils recherchent peut-être un petit peu moins le contact. Donc c'est un animal qu'on va observer, voir reproduire, etc. Et on entend souvent des tailles très 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 grandes, sur lequel moi j'ai toujours un petit peu de réserve, mais comme on en a déjà discuté, ça dépend de l'objectif qu'on a. Ouais. Donc des cages très profondes, très hautes, très larges, obligatoirement l'animal va bien l'exploiter, mais il va être également généralement plus sur le qui-vive, et donc le contact qu'on peut avoir avec lui, l'interaction, elle va être plus limitée à mon sens. Ok. Après, nous on part sur des tailles un petit peu plus petites, par exemple pas Kuat mais Freddy. Moi je l'ai dans un terrarium qui fait 1m50, 60 sur 1 mètre de hauteur. Okay. Et ça se passe très très bien parce que on est toujours en visu l'un et l'autre, même si son terrarium est bien chargé en décoration. Il nous voit, je le vois, c'est très facile à atteindre lorsqu'on veut le manipuler, et donc il y a une interaction qui est beaucoup plus forte et beaucoup plus facile. Donc voilà, c'est ces deux objectifs. C'est quand on veut acheter un varan du complexe Prasinus, c'est qu'est-ce qu'on veut ? Est-ce qu'on veut le voir évoluer un petit peu dans le milieu naturel ? Donc on peut lui offrir de grands espaces très, très décorés, très chargés, etc. Mais l'interaction est parfois un petit peu plus difficile parce qu'au moment où on veut le voir ou l'attraper pour l'observer, voir si tout va bien, eh ben, il va s'enfuir, et donc pour l'attraper, il va vraiment falloir aller le chercher, et ça va lui provoquer un gros stress. Ouais. Lorsque l'espace est plus limité et que l'interaction est plus facile, eh ben, ce stress est beaucoup moindre, et voire plus du tout, parce que c'est régulier, on a donc un contact facile, et voilà, c'est deux projets différents, c'est deux visions différentes. L'animal est habitué au contact, et te voir interagir. C'est ça, tout à fait. C'est moins traumatique d'aller le chercher comme ça, quoi. Ouais. Alors moi j'ai prévu d'acheter du coup pour Kuat un terrarium Reptizo 120 par 45 par 90. Ouais.
C'est Alors, cohérent? C'est très cohérent, surtout pour l'instant, parce qu'il n'est pas encore très grand, il n'est pas très vieux. On a discuté, il pourra évoluer un petit peu, soit en longueur, soit en profondeur, Ouais. pour qu'il soit bien également. Mais ça, c'est tout à fait la bonne taille, parce qu'il va changer d'environnement. Nous, ici, il était maintenu dans plus petit, donc on va déjà doubler son environnement. Alors, nous, ici, il était dans plus petit, pour 2 raisons. J'en ai parlé tout à l'heure, parce qu'on l'a acclimaté, et aussi parce qu'il n'est pas destiné à rester dans cet environnement. C'est un environnement de transition. Toi, maintenant, il va doubler de volume, donc pour lui, ça va être vraiment top. Et justement, ça va permettre à toi de faire cette deuxième transition. Et après, tu vas choisir l'option que tu veux, soit un très très grand terrarium, soit un terrarium plus raisonnable pour garder cette interaction. Moi, clairement, alors vu la personnalité de Kouat, qui est hyper friendly, hyper amical, c'est important pour moi le relationnel avec moi. Ouais. Donc je vais travailler plutôt sur cet aspect-là. Donc je vais éviter de lui faire un terrarium de plusieurs mètres sur plusieurs mètres avec des végétaux partout où il sera tout le temps caché dès qu'il me verra. Effectivement, je vais suivre plutôt la deuxième branche que tu as mise en avant. D'accord. Alors comment je vais devoir aménager son premier terrarium là de 120 par 45 par 90? Alors, il y a déjà le critère technique, c'est-à-dire qu'on va chauffer l'animal. Là, il y a du volume. Donc, nous, quand il y a du volume, on fait toujours 2 choses. On fait un point chaud au sol et également en hauteur par le biais de lampes chauffantes. Donc là, il y en a pas mal. Il y a notamment les dernières générations de lampes Luminize qui sont là. Donc là, c'est pour les UV, c'est pour les LED. Tu vas pouvoir donc gérer cet éclairage vraiment à partir de ton smartphone. Tu as un smartphone, tes parents t'ont autorisé. Je suis déjà surpris que tu connaisses le mot, Stéphane. D'accord. Mais il faut que tu demandes à tes parents. Est-ce que tu as l'autorisation de tes parents d'abord? Mais je sais pas. Et donc là, tu vas pouvoir donc gérer le lever, le coucher de soleil, même l'intensité des UV en fonction de ce que tu prends au niveau de la lampe, puisque on sait également gérer le taux des UV. Ça, c'est vraiment intéressant. Et après, tu vas juste remettre un point chaud par spot. Et là, on va mettre des spots lumière du jour. C'est très, très bien pour l'animal. Quelle température pour ce varan? Alors, dans les points chauds, on peut monter alors très localement sous la lampe. On peut monter à 35-37 degrés, mais c'est vraiment très localisé. Le point chaud, en réalité, il va être aux alentours de 30 degrés. Et on va descendre à 24 à peu près au point frais. Et la nuit, on peut se contenter d'un 24 degrés. C'est très, très bien. 24 omniprésent. Quoi. Oui, omniprésent. Ouais. On n'est pas. C'est toujours compliqué parce que des fois, on parle toujours de points chauds, de points frais, mais des fois, il y a aussi une température ambiante qu'on peut chauffer complètement ou redescendre complètement la nuit. La nuit, on n'est pas obligé d'avoir un point chaud. On a une température locale. Alors là, tu vois, pour bien le travailler, bien l'habituer, moi, j'ai prévu de le mettre dans mon salon séjour. Ouais. C'est une zone où, là où je vais le poser, la nuit, en hiver, ça descend fort. Est-ce que tu as une solution pour moi pour maintenir une chaleur sans faire de lumière? Alors oui, parce que maintenant, on a les nouvelles lampes de chez Arcadia et de Esomed qui fonctionnent très très bien. C'est les Repticare et les DHP. Là, c'est de l'infrarouge des nouvelles générations, donc où les ondes vont pénétrer vraiment dans l'animal. Et là, ça n'éclaire pas. Donc ça, c'est vraiment en complément justement pour des endroits où il fait frais la nuit, où on veut garder une zone chaude. Parfait. Donc ça, il suffira juste de le mettre sur un minuteur et de le déclencher quand le soir tu coupes tes lumières. De le timer, ok. Ouais, de le timer. Moi, je me posais la question. Alors là, il y a Clément qui est avec nous. Clément, c'est vrai qu'on l'a pas présenté dans la vidéo, mais c'est le responsable du magasin Reptilis Shop, du coup. C'est ça. J'ai une vraie star, tout le monde le connaît, tout le monde ne parle que de lui. Ah oui. T'es connu surtout pour la longueur nasale. Voilà, tout à fait. J'ai un nez particulièrement développé et j'en suis très fier. Voilà, je me mets de profil. On le voit très bien sur la caméra. Voilà, merci. Clément, moi, on m'a déjà fait des remarques sur le fait que dans ma salle tropicale, notamment les gonocéphalus, c'était des animaux prélevés. Alors les gonocéphalus nés captivité, on n'en trouve pas, donc il y a une question de pas le choix et tout. Là, c'est un Varanus beccari, ça existe en nés captivité, et là, celui-là, c'est un prélevé. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Est-ce que ça a un avantage? Est-ce que ça a un inconvénient? Quel est l'enjeu? Quel est l'intérêt de l'idée de prélever un animal? Ça, c'est un sujet qui est chaud, hein, on va dire. Il y a des gens qui s'y opposent farouchement en disant que les animaux sont bien mieux dans la nature. Donc je pense que la plupart de ces gens qui vont dire ça n'ont pas étudié vraiment les animaux, ni sur le terrain, ni vraiment dans les livres ou quoi que ce soit. Ils ont cette idée comme quoi la nature, c'est ce havre de paix magnifique avec des fleurs et des papillons et tout se passe bien. C'est plus qu'une idée, c'est un idéal du coup. C'est un idéal. C'est vraiment un idéal. Et en fait, non. La réalité est un peu différente. Bah ouais, parce que
justement, donc nous on reçoit des animaux qui proviennent de la nature et on le voit qu'ils sont pas toujours aussi en santé que ceux qu'on peut avoir en captivité parce que le veto est pas loin, l'alimentation est à profusion, il n'y a pas de prédateurs. Enfin voilà, ils ont vraiment une vie qui est plus facile en captivité quand les choses sont bien faites. Ouais. Mais au-delà de ça, l'intérêt effectivement de faire venir des animaux du milieu naturel, c'est aussi de conserver des lignées, c'est quoi des bloodlines en français? Tout simplement, oui, des lignées de sang différentes. Ouais, Pour la génétique. Voilà, Ouais, c'est ça, pour la génétique, déjà. pour renouveler un petit peu. Même si on sait que chez les reptiles, la consanguinité, elle est moins forte tant qu'il n'y a pas de défaut chez le sujet premier. C'est moins impactant que les C'est mammifères. moins impactant que chez les mammifères. Il faut quand même avoir des lignées différentes Pour le brassage. pour justement brasser génétiquement les animaux. C'est ça. Donc ça c'est un premier point. Et tu as le fait aussi que c'est dans beaucoup de milieux en fait dans la nature, notamment par exemple, je prends toujours l'exemple de Madagascar, tu as une déforestation qui est intense, qui est énorme. Tous les jours, pour que les populations sur place puissent se nourrir, trouver en fait un moyen de se faire de l'argent en vendant des bananes, du cacao, du café. Voilà ce qu'ils font. Ouais, il y a ils font du pousser commerce aussi dans la forêt. C'est de la destruction du milieu naturel pour des causes Voilà. économiques. Il y en C'est a, ça. c'est énormément présent dans beaucoup de pays et on ne peut pas en vouloir aux populations de Non, parce que vouloir c'est- vivre tout simplement. On a fait la même chose, nous, avec nos forêts dans le passé. Hein. Ok, ouais, C'est tout ça. à fait. Et ça va entraîner en fait la perte d'espèces. Et du coup, moi, ce que j'ai envie de poser comme question aux personnes qui disent non, les animaux sont mieux dans la nature, si on ne retire pas, par exemple, régulièrement des Uroplatus, par exemple, ce gecko à queue de feuille de Madagascar, et qu'il n'est pas du tout présent en captivité, un beau jour, il aura complètement disparu du milieu naturel, et plus personne ne pourra profiter du plaisir que c'est de voir simplement, parce que tout le monde n'est pas obligé de les élever, mais aller dans un zoo et voir un Uroplatus. Et le problème que ça pose, c'est que si on veut essayer de protéger un minimum la nature, il faut connaître ce qu'on a envie de protéger. Et tout le monde a envie de protéger les pandas parce que c'est mignon, tout le monde a envie de protéger les koalas, et les reptiles, il y a déjà peu de personnes que ça intéresse. Si tu vas pas montrer aux gens ce que c'est qu'un Uroplatus, ce que c'est qu'un dendrobate ou un gonocéphalus, le voir en vrai, le voir évoluer, personne va s'y attacher, ou très peu de monde va s'y attacher, et tu risques de perdre en fait des vocations de gens qui vont se dire ouais, il faut effectivement protéger ces milieux. Et il y a plein d'autres raisons. Les serpents venimeux, on sait que leur venin a des propriétés médicinales. Donc le fait de les avoir en captivité et de faire de l'extraction de venin, on peut récupérer ces molécules pour le plaisir pour la santé de tout le monde. Donc en fait, c'est un sujet où on pourrait en discuter pendant très longtemps. Mais ce que je veux dire par là, c'est d'avoir l'idée de ils sont mieux dans la nature. C'est tellement plus complexe que ça, quoi. Alors moi je vais rajouter quelque chose par rapport à ce qu'a dit Clément. Il y a aussi, avant qu'ils soient nés en captivité, il a bien fallu les importer. Là on parle de Varanus beckeri, c'est pas des animaux qui sont en surpopulation en captivité. Ça reste encore très parsemé, il n'y en a pas beaucoup, il y a peu de reproduction, même si aujourd'hui les gens commencent à mieux maîtriser, mais si on n'en avait jamais importé, personne n'en reproduirait en captivité. Donc il y a toujours cette passerelle à faire. Et en plus, l'importation a quand même énormément chuté. Tu me blaguais tout à l'heure sur mon âge, mais moi j'ai connu les reptiles où c'était 90% d'importation et 10% nés en captivité. Ouais. Aujourd'hui, je ne vais pas dire qu'on ait inversé la chose, on n'en est pas encore là, mais on a fortement quand même progressé. Il y a au moins 50% nés en captivité et 50% d'importation, peut-être même moins, je ne connais pas le chiffre précis, c'est pour ça que je mets toujours un petit peu de guillemets dans ce que j'annonce, mais en tout cas, nous on le voit à la boutique, on le voit à l'élevage, dans les animaux qu'on nous propose. Aujourd'hui, il y en a une grosse majorité, c'est quand même né en captivité. Et donc, il a bien fallu d'abord importer des animaux, maîtriser l'élevage, les présenter, sensibiliser les gens, les gens. Leur montrer aussi que les reptiles, c'est cool. Bien sûr. Et après aussi, à nous, en tant que professionnels, de conseiller, de maîtriser un maximum pour que les gens gardent leurs animaux le plus longtemps possible. Et c'est après un travail de communauté où chaque éleveur, quand il a trouvé son astuce, au lieu de la garder dans son coin en disant « je suis le seul à savoir parce que j'ai trouvé le truc qui fait bien », eh ben non, il faut le communiquer au maximum pour que cette information, elle circule et que après l'importation, on n'en parle quasiment plus. Et que ça aide la terrariophilie dans son ensemble, de manière globale. Mais une bonne façon justement que ça aide la terrariophilie, c'est qu'on le voit que tu as certains pays, par exemple, qui imposent des tailles de terrarium.
tu vois. Et là, on voit que c'est des lois qui ont été faites par des gens qui ne connaissent pas. Parce que si tu veux élever, je vais prendre un exemple tout simple, un bébé Python Rhésus dans un terrarium de 2 mètres par 2 mètres, non, ça va mal se passer. Il faut le mettre dans des petits environnements. Le rack, c'est idéal pour élever des bébés Python Rhésus, même si on a d'autres... Il y a d'autres possibilités, mais avec des terrariums, mais ça marche très très bien. Et aujourd'hui, on va forcer des gens à mettre des serpents dans des grands terrariums. C'est de la maltraitance en fait. Sous couvert de justement protéger l'animal. On va le mettre dans des grands environnements. Ça va générer du stress. Mais ouais, de et l'animal va pas manger. C'est ça. Donc il faut effectivement partager un maximum pour que notre passion se démocratise et que les gens comprennent en fait les véritables besoins pour que le législateur final se dise ok, donc si je veux vraiment faire les choses bien, je vais pas imposer des tailles de terrarium qui n'ont pas de sens, mais je vais peut-être interdire certaines pratiques ou au contraire réautoriser des animaux qu'on interdit à tort, comme les boas de Madagascar dont Stéphane avait déjà parlé avant. Mais voilà, il y a beaucoup de choses aujourd'hui, des lois qui sortent, qui sont complètement contraires au bien-être animal, comme le puçage par exemple, qui change rien en fait. Non, ça change pas grand-chose. Et... Je pense qu'il serait essentiel de davantage aussi questionner des sachants, des pratiquants surtout, que uniquement des théoriciens et ou des idéalistes. Ou des idéalistes. Après, c'est politique. Le problème, c'est que nous, on n'est pas une force. C'est pour ça qu'il y a heureusement des associations qui ont vu le jour. On parle de temps en temps d'Unicam. Nous, on aime bien, on y adhère parce que on a enfin une association qui recouvre tous les animaux. Donc là, il n'y a pas de catégorie reptiles, poissons, oiseaux, etc. Et elle défend et les professionnels et les éleveurs amateurs, parce que de temps en temps, on aime bien nous séparer. Or, on est indispensables l'un à l'autre, parce que l'éleveur, avant de les avoir, il les a bien achetés à un professionnel, et le professionnel a besoin de lui aussi de temps en temps pour avoir des bébés nés en captivité. Donc on fait partie d'un ensemble, on n'est pas des gens séparés où on doit se combattre. On est déjà une petite communauté. Donc si on n'arrive pas à s'entendre entre nous, c'est compliqué. Donc là, on a de la chance, c'est que cette association, elle existe. Depuis, elle a quand même été faire pas mal de réunions au ministère, et donc elle nous représente. Et ça, c'est important, et on ne le dira jamais assez, il faut se fédérer, parce que demain, on aura le droit à plus rien. C'est le risque. C'est absolument un des enjeux actuels de la terrariophilie. Alors, elle est allée loin, cette table ronde, pour le retrait de Kouat. Alors, on en était à Kouat. Les gars, je vous dis merci pour Alors, moi, cette petite table ronde. juste une chose qu'on n'a pas parlé, puisque c'est rebondi un petit peu dans le sujet, par rapport à Kouat. Et les premiers jours de son comportement, tu verras, c'est quelque chose qui va être crucial. Tu vas avoir un animal qui va être un petit peu plus sur le qui-vive qu'au magasin. Pourquoi ? Parce que justement, il arrive dans un nouvel environnement, et dans la nature, le réflexe de parcourir, pourquoi aussi le comportement est différent en captivité que dans la nature, c'est que potentiellement, tout ce qui est nouveau, il doit l'analyser pour voir s'il n'y a pas un danger qui est imminent pour lui. Donc là, il va pendant 1, 2, 3, 4 jours, ça dépend les individus, analyser son environnement, il va être curieux, il va être alerte, etc. Le temps qu'il prenne confiance. Donc là, il faut être patient. Des fois, il va peut-être pas manger tout de suite. Il va lui falloir peut-être un petit temps d'adaptation pour venir vers toi. Et ça, c'est vraiment important. La terrariophilie, c'est aussi de l'observation et de comprendre l'animal et ce qu'il ressent. C'est ça. Alors ça, j'aime bien ça. L'idée, c'est il faut toujours rester observateur. Chaque terrariophile doit observer. On parle de vivant. C'est pas une machine avec une maintenance. Il faut être patient. Et patient. Merci pour cette table ronde, les gars. Mais de rien, ça nous fait plaisir. Merci pour tout. Merci pour Kouat. Merci pour la vidéo. Mais de rien. À bientôt. Allez. Et voilà, cette vidéo s'achève ici. Un énorme merci à tous, un merci à Ben qui a porté les stabilisateurs, les caméras toute la journée. Salut à Ben qui est derrière la caméra. J'espère que ça vous a fait plaisir. En tout cas, moi j'ai absolument adoré. J'ai un nouveau lézard extraordinaire que j'ai acheté dans un shop extraordinaire. Je vous souhaite bien sûr un bon week-end à la semaine prochaine. Et surtout, force à vous! Salut! Retrait de Kouat scène 2 à 7-3. Je retire des ISO parce que... Des ISO ? Ah, t'es tout blanc. Mais c'est...